Bonsoir, mesdames, messieurs, pour ces nouvelles rencontres de la médiathèque centrale de la métropole de Montpellier. Alors, c'est un moment un peu particulier puisque c'est le début d'un cycle sur la Chine et on se réjouit de ce cycle. On remercie évidemment l'Institut Confucius de Montpellier, sa directrice, Mme Prégule. Donc, il y aura 4 conférences, c'est le premier conférencier. Et je pense que c'est important, vu l'histoire contemporaine entre Montpellier, déjà dès l'époque de Georges Frêche, aujourd'hui avec le président Sorel, entre les relations très importantes qu'on peut avoir avec la Chine. Et puis la Chine, malgré tout, même si on n'en est plus à l'époque des missionnaires ou des navigateurs, ça reste quand même, bon, même si on y était, moi j'y suis allé une fois, mais ça reste quand même pour nous très loin, quand même un peu exotique. Donc, et surtout, je pense que sur la Chine, c'est très important parce que ça nous éveille à un autre monde et ça nous évite peut-être de penser que, puisque aujourd'hui c'est sur Louis XIV, oui, Louis XIV dominait peut-être l'Europe, mais il n'y avait pas que l'Europe, même si les puissances européennes essayaient de dominer le monde. Il y avait d'autres empires, et l'empereur de Chine était effectivement extrêmement important et extrêmement puissant au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc là, voilà. Et puis la Chine, pour un Français, bien sûr, c'est sa cuisine, c'est aussi son administration, parce que je pense qu'avec la Chine, on a aussi, je pense, une culture administrative voilà, assez, je veux dire, peut-être proche, mais là, c'est les Chinois qui étaient en avance sur nous, mais je crois qu'on les a beaucoup rattrapés dans ce domaine-là. Puis il y aurait d'autres choses. C'est un peuple ami, et donc c'est toujours un plaisir, que ce soit par l'histoire, mais il y aura aussi des choses dans le cycle, il y aura plusieurs thèmes. Il y a aussi sur la littérature contemporaine, enfin je ne vais pas tous les citer, mais ce soir on a donc le plaisir d'accueillir Romain Lefebvre, qui est chargé de cours de civilisation chinoise à l'université d'Artois, qui a fait une brillante thèse, et qui va donc nous parler d'histoire de la Chine à l'époque de Louis XIV. Et je pense que vous allez être plongé dans un monde à la fois intéressant, peut-être merveilleux pour certains, si vous ne connaissez pas cette période. Si vous la connaissez, vous allez quand même apprendre beaucoup de choses, parce que Monsieur Lefebvre est un spécialiste, et donc je ne doute pas qu'on va apprendre beaucoup de choses. Merci en tout cas d'être venu, merci à l'Institut, et bon début de cycle. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Madame la directrice de l'Institut Confucius de Montpellier, Madame. Et puis je tiens également à remercier la direction et toute l'équipe de la médiathèque pour leur accueil et leur logistique également. Le titre de la communication est donc l'histoire de la Chine à l'époque de Louis XIV. Le règne de Louis XIV, dit le roi Soleil, est marqué par un intérêt considérable pour la culture chinoise, l'histoire de la Chine. La période la plus connue du public est celle de la fin du XVIIe siècle, lorsque Louis XIV fait envoyer en Chine, en passant par le Siam, à la cour du deuxième empereur des Qing, l'empereur Kangxi, un groupe de missionnaires jésuites français dont j'évoquerai les noms et les objectifs, le voyage tout à l'heure. Ces derniers apportèrent toute l'aide nécessaire à la formation de l'empereur, tout particulièrement dans le domaine de l'astronomie et des mathématiques. L'empereur utilisait sa connaissance des sciences pour formuler des doutes à la fois sur la fiabilité des histoires dynastiques officielles et sur la convenance des interprétations astrologiques traditionnelles. Le savoir occidental lui servait à mettre en cause le savoir classique chinois. Dans la collection des textes en français sur l'histoire de la Chine à cette époque, nous sommes en mesure de constater de l'importante représentation de la Chine en France. La collection personnelle des 16 volumes de Mazarin sur la Chine constitue l'origine du fonds chinois de la Bibliothèque royale, et Joachim Bouvet, à partir de 1697, rapporte au roi Louis XIV plus de 300 volumes offerts par l'empereur Kangxi, ce qui viendra étoffer le fonds de la Bibliothèque royale. Les descriptions qui vont vous être données contiennent essentiellement des références aux archives de la Compagnie de Jésus, aux missionnaires jésuites, car ce sont les toutes premières personnes à s'être rendues en Chine
ou du moins à avoir été autorisés à fouler le sol chinois. Et leurs commentaires révèlent leur curiosité face à un exotisme éloquent, mais également leur foi religieuse qui est omniprésente. La communication va se faire en deux parties. Première partie concernera l'histoire de la Chine à l'époque de Louis XIV en Chine. Et la seconde partie, ce sera l'histoire de la Chine par les missionnaires jésuites. L'histoire de la Chine à l'époque de Louis XIV en Chine, eh bien, en chinois, la dynastie des Qing se dit Qing Chao, ou appelée également les Ta Qing. Ta signifie grand, donc les grands Qing, et régnèrent sur la Chine entre 1644 et 1911. L'avènement des Qing est marqué par la réussite des Jin, dont les ancêtres étaient appelés Nuzhen ou encore Jurchen. Ils se firent, à partir de la moitié du XVIIe siècle, appelés Mandchous, ou en chinois Manzhen. La naissance des Qing s'est faite grâce à trois chefs Tungus. Alors, ce qu'on appelle les chefs Tungus, eh bien, correspond en fait à l'est de la Chine et par extension la Sibérie. Alors, l'est de la Chine comprend les provinces actuelles du Heilongjiang, du Liaoning et du Jilin. Donc, la naissance des Qing s'est faite à trois chefs Tungus du clan des Aisin Dioro. Alors, vous m'excuserez pour la prononciation en mandchou, je ne suis pas très calé en mandchou, donc il se peut que, à moins que quelqu'un me corrige, et je remercie d'avance. Donc, il s'agissait de Nurhaci, Huang Taiji et d'Orgon. Ils voulaient centraliser et siniser plusieurs peuples et clans. La Mandchourie regroupait diverses populations qui se rapprochaient par leur mode de vie et leur langue, leur dialecte. L'économie de la région reposait sur le commerce avec les Chinois, les Coréens, commerce de ginseng, de fourrure, de perles, et le commerce reposait également sur l'agriculture et la chasse. En établissant des institutions civiles, militaires et politiques, le chef donc, de ce clan cessa de prêter allégeance aux Ming en 1609 et prit trois mesures. Première mesure, il dota son peuple d'une écriture. Écriture adaptée du mongol. L'exemple qui vous est donné ici sur la diapositive, eh bien, concerne les noms de Bouddha. Cet exemple est tiré donc d'un ouvrage que j'ai pu consulter dans le fond Léon de Rosny. Donc Léon de Rosny, qui était un orientaliste, plus japonologue, mais connaissait également le chinois. Et la collection de justement ce fonds de Léon de Rosny est conservée actuellement à la bibliothèque municipale de Lille, dans le nord de la France. Ici, donc, vous avez un exemple. Alors, dans la partie supérieure de l'image, vous avez du tibétain et en écriture verticale, vous avez donc l'écriture mandchoue. Et enfin, en bas, vous avez donc les traductions des noms de Bouddha. Alors, les noms de Bouddha, il y en a plusieurs centaines. Et celui qui vous est donné ici avec la traduction, qu'on ne voit pas très bien, c'est le chef de la multitude. Deuxième mesure, en 1615, il créa le système socio-militaire des bannières au nombre de 4, puis de 8 bannières. Chaque bannière était à l'origine un groupe de 300 soldats et leurs familles. Par la suite, une bannière représentait un ensemble ethnique. En 1616, Nurhaci se proclama Khan, le même Khan que Gengis Khan, et donna le nom de Hojin, qui signifie littéralement Jin postérieur. Son fils Huang Taiji lui succéda et établit le système administratif sur le modèle des Ming. Plus tard, son fils Fulin monta sur le trône
mais du fait de son trop jeune âge, son oncle Dorgon assura la régence. Le nom de règne de Fulin était Shunzhe, donc, qui correspond au premier empereur de la dynastie des Qing. En 1644, les Mandchous s'emparent de la capitale des Ming, Pékin, et y installent leur dynastie, les Qing, jusqu'en 1911. Le XVIIIe siècle marqua sans conteste l'apogée de la puissance et du rayonnement culturel des Qing. Le règne de Shunzhe, donc, qui vécut entre 1643 et 1661, et monta sur le trône donc, à l'âge de 11 ans. Donc la période de règne, c'est 1644-1661. Shunzhe, qui littéralement signifie « à la gouvernance favorable ». Alors, nous allons revenir sur quelques points, sur quelques dates chronologiques importantes pour la dynastie des Qing, pour que vous puissiez interpréter, comprendre le contexte dynastique. Donc, Shunzhe monte sur le trône en 1644. En 1645, le port de la natte est imposé à l'ensemble de la population chinoise. Une rigoureuse ségrégation sépare les villes mandchoues et chinoises et interdit le territoire mandchou aux Chinois jusqu'en 1668. Ainsi que les mariages mixtes. La conquête est extrêmement brutale, marquée par de nombreux massacres et des expropriations de terres réservées aux nouveaux maîtres. Après une période de terreur qui voit la réduction des paysans chinois à un statut quasi servile, les expropriations cessent et les ruraux, qui retrouvent leur liberté, ne subissent plus qu'une fiscalité modérée, ce qui contribue à la prospérité du XVIIIe siècle et à l'acceptation par les Chinois des nouveaux maîtres du pays. Entre 1647 et 1660, il s'agit du règne de Yongli. Alors, je ne vous ai pas écrit le Yongli ici, littéralement, Yong signifie perpétuel, et le Li, c'est historique. Yongli, en fait, c'était un général Ming du Sud qui poursuivit la résistance contre les Mandchous et parvint à leur reprendre Canton et une partie de la Chine méridionale. Replié au Yunnan, il est finalement pris et exécuté en 1662. En 1650, le père Schall, Johann Adam Schall von Bell, obtint l'autorisation de faire construire une première église catholique à Pékin. Alors, rappelons que Johann Adam Schall von Bell est un jésuite allemand, missionnaire en Chine, qui rejoint la Société de Jésus, ou aussi la Compagnie de Jésus en 1611, et atteint Macao en 1619 sous les Ming. C'est lui qui demande au missionnaire Ferdinand Verbiste de le rejoindre à Pékin en 1658. En 1656, c'est la réouverture des concours officiels qui doivent fournir à l'Empire Qing les fonctionnaires dont il a besoin et contribuer à l'intégration des lettrés au sein du nouveau régime. En 1659, un Chinois musulman, Yang Guangxian, qui est à ce moment-là directeur du bureau de l'astronomie. Donc le bureau de l'astronomie a, selon les dynasties, eu différents noms, mais à partir des Ming jusqu'au Qing, donc les deux dernières dynasties, ce bureau de l'astronomie, dont on va encore parler par la suite, eh bien, se dit en chinois Qin Tiandian. Qin signifie littéralement l'empereur lui-même. Tien, c'est le ciel, mais Tien, c'est aussi l'astronomie, puisque l'astronomie en chinois se dit Tien Wen, c'est-à-dire les écrits du ciel, littéralement. Et Tien, le dernier caractère, qui signifie le bureau impérial. Le bureau de l'astronomie, situé dans la capitale de chaque dynastie, donc devient le Qing Tiandian durant les Ming et les Qing. Yang Guangxian, qui est donc directeur du bureau de l'astronomie de 1665 à 1669, publie un violent pamphlet antichrétien et le père Schall échappe de peu à la mort en 1665.
Mais le père Ferdinand Verbiste, mathématicien et astronome, montre la supériorité de la science européenne et l'emporte sur les adversaires des jésuites, et ceux-ci voient leur position renforcée dans l'Empire après 1670. De 1662 à 1722, il s'agit du règne de l'empereur Kangxi. Donc l'empereur Kangxi est le deuxième empereur de la dynastie des Qing. Et il nous intéresse ici tout particulièrement puisqu'il est ce que nous pourrions appeler l'homologue du roi Louis XIV, tant leurs relations sont étroitement liées, même si physiquement ils ne se rencontreront jamais. Le territoire des Qing atteint son extension maximale sous le règne de Kangxi, dessinant alors les frontières de la Chine actuelle. Si l'on se plonge dans les annales historiques, mais aussi dans ce qu'on appelle les divisions administratives de la dynastie des Qing, eh bien, on peut apercevoir les actuels, en tout cas les dessins, les contours des actuelles provinces de Chine. Kangxi, de son vrai nom Xuanye, donc était le fils de Shunzhi. Kangxi monta sur le trône à l'âge de 6 ans. Trop jeune également, le pouvoir fut attribué provisoirement à 4 co-régents, Soni, Suksara, Ebilun et Oboy. C'est le dernier qui continua à manifester le plus de ressentiment à l'égard des Chinois. Les relations entre Chinois et Mandchous étaient très tendues. Il fallut attendre l'âge de 16 ans pour que l'empereur Kangxi, avec l'aide de sa grand-mère, l'impératrice douairière, mette un terme aux agissements de Oboy, exécuté pour asseoir son autorité. Kangxi est le premier empereur à vouloir réconcilier les peuples. Son règne marque la fin des tensions et le début d'une ère sino-mandchoue. En 1681, les souverains mandchous reprennent le contrôle des régions du sud-ouest, entrés en dissidence avec la rébellion dite des 3 feudataires, déclenchée en 1674. La même année, Kangxi fait publier ce qu'on a appelé en français ses saintes instructions, en chinois Shengyu. Publié en 1670, il s'agit en fait de 16 maximes destinées à guider le comportement quotidien de chacun. En 1689, le traité est signé, donc le traité russo-chinois de Nertchinsk, qui fixe la frontière de la Chine et des régions sibériennes sous influence russe. Et d'ailleurs, durant ce traité, les jésuites Gerbillon et Pereira serviront d'interprètes. Ce traité fixera la limite des empires chinois et russes jusqu'en 1860. En mars 1692, il s'agit de l'édit de tolérance religieuse de Kangxi qui ouvre plus largement la voie au christianisme. En 1705, le pape envoie en Chine Monseigneur Charles de Tournon avec l'ordre d'interdire aux missionnaires toute tolérance vis-à-vis des croyances et des rites chinois. Dans la querelle des rites ouverte en 1610 par le père Longobardo, qui critiquait l'attitude jugée trop souple du père Matteo Ricci, l'orthodoxie romaine cherche à s'imposer, mais une telle attitude se révèle contre-productive et décourage les conversions et suscite également la méfiance de l'empereur. Enfin, entre 1707 et 1717, il s'agit de la réalisation de l'Atlas de Kangxi sous la direction du père Gerbillon. Un nouvel empire, tout comme leurs prédécesseurs, les Qing insistent sur le travail de mémoire, c'est-à-dire la rédaction des annales historiques. Alors, je dis insiste sur le travail de mémoire, les annales historiques, mais on sait que les annales historiques d'une dynastie sont toujours rédigées, compilées, bien évidemment, après la dynastie. Le plus souvent par une personne de cette dynastie, voire par un fonctionnaire de la dynastie suivante. Ces récits donc, quotidiens consistent actuellement
constitue actuellement un fonds très riche et très précis pour qui veut faire des recherches sur la dynastie. Le problème qui est posé par bon nombre de chercheurs français et américains actuellement concerne l'authenticité de ces faits historiques. Il n'y a pas eu à proprement parler d'annales historiques des Qing, mais une ébauche à l'histoire des Qing. Donc on a appelé, il n'est pas écrit, qu'on a appelé le Qing Shi Gao. Alors Qing qui correspond à la dynastie des Qing, Shi qui vient de Li Shi qui signifie l'histoire, et le Gao qui est en fait un manuscrit, une ébauche. Cette compilation dynastique, dirigée principalement et rédigée vers la fin du XIXe siècle par Chao Ershun en 529 volumes. Alors Qing Shi Gao n'est pas officiellement comprise dans ce qu'on appelle les 24 histoires. Les 24 histoires commencent par le Shiji, dont vous avez peut-être entendu parler, le Shiji qui correspond aux annales historiques rédigées par Sima Qian, qui est faite en une centaine de volumes. Et cela va jusqu'à l'époque des Yuan, jusqu'à l'époque des Ming, justement. Et comme les annales historiques des Qing n'ont pas été considérées officiellement comme des annales historiques, plutôt comme une ébauche, eh bien, ils ne font pas partie des 24. Et actuellement, il y a aussi des débats sur l'authenticité des 24, qu'on pourrait également appeler les 26 histoires. Et dans les 26 histoires officielles de la Chine, il y aurait justement l'histoire des Qing. Outre l'ordre donné par l'empereur de rédiger l'histoire officielle des Qing, son règne marqua également la création de grands travaux académiques, tels que 2 dictionnaires officiels, considérés comme des références de nos jours. Le premier dictionnaire officiel, c'est le dictionnaire des caractères de Kangxi, le Kangxi Zetian. Alors, je vous ai mis une petite description en chinois pour vous faire travailler. Ce dictionnaire donc, est lancé par l'empereur en 1710 et achevé en 1716. Il recense tous les caractères chinois ayant été utilisés des origines jusque la compilation du dit ouvrage, y compris les styles d'écriture archaïques, primitives, scrives et actuels. En tout, 47 035 caractères y sont donnés. Selon la classification par les clés, donc les clés et les radicaux dans l'écriture chinoise, il y en a en tout 214. Ce sont ces clés que nous connaissons actuellement, et les caractères sont donnés avec leur structure graphique et phonétique respectives. Alors, je vais expliquer. Pour la phonétique, le dictionnaire présente pour la première fois dans l'histoire de la Chine le système du fantier. Alors, présente pour la première fois le système du fantier, même si ce système apparaît dans certains écrits antérieurs, notamment au XIIe siècle, mais officiellement, de façon, je dirais, plus impériale, ce système apparaît dans le dictionnaire de Kangxi. Donc, on a 2 systèmes phonétiques. Le premier, c'est le système du fantier, qui vous est donné ici en bas de la diapositive, et le système du zheyin. Le fantier, en fait, convient à donner l'initiale d'une syllabe et la finale d'une autre syllabe. L'exemple qui vous est donné ici, eh bien, par exemple, pour la syllabe tron, eh bien, on va chercher l'initiale du caractère trou, par exemple de la terre, et la finale du caractère rond, qui signifie la couleur rouge. Le zheyin, c'est la méthode traditionnelle de la prononciation d'un caractère en citant un autre caractère qui a la même prononciation. Alors, le dictionnaire de Kangxi, en fait, est représenté comme ceci. Donc, en caractère gras, vous avez donc le caractère tout en haut, au centre, vous avez le caractère Shin, c'est le caractère du cœur, et en dessous, donc, vous avez
Alors, c'est très complexe, et j'avoue, c'est très complexe également pour moi, car c'est un dictionnaire qui, ça ne vous rassure pas, n'est-ce pas? C'est un dictionnaire voilà, qui reprend donc le système graphique, le système phonétique, mais qui fait également référence à d'autres textes officiels classiques de linguistique, mais de linguistique pure, c'est-à-dire dictionnaire de rimes. Et je vous avoue que dictionnaire des rimes en chinois, j'ai mis ça un peu de côté. C'est très très compliqué. Le deuxième dictionnaire est appelé le Prei Wen Yunfu, traduit en français par le Palais des rimes du cabinet impérial. Celui-ci est publié en 1711 et il s'agit d'un dictionnaire de mots composés. Alors, dans le premier dictionnaire de Krangxi Zetian, nous avons 47 035 caractères. Et donc, ces 47 035 caractères sont utilisés dans ce dictionnaire pour former des mots composés. Des mots composés, c'est-à-dire de 2, voire 3 caractères, classés une fois de plus par rime. Et il contient donc plus de 500 000 entrées. Voyez pourquoi, je disais tout à l'heure, c'est très très compliqué. Alors c'est assez rare d'ailleurs qu'on ait des caractères rouges, parce que l'écriture rouge généralement est retrouvée dans l'écriture des sceaux, l'écriture sigillaire, ou éventuellement pour des points de correction dans les manuscrits chinois. Donc on en retrouve beaucoup, notamment dans les collections comme celle de la Bibliothèque nationale de France. Deuxième partie, l'histoire de la Chine par les missionnaires jésuites. Alors, pour revenir sur le contexte historique de la présence des jésuites sur le sol chinois, donc le tout premier jésuite à fouler le sol chinois, c'est Matteo Ricci. Matteo Ricci, en chinois Limato, il est le fondateur de la mission et le premier à enseigner en Chine les sciences mathématiques telles qu'il les avait apprises de Clavius au collège romain, et il s'installa à Pékin en 1601. La présence européenne dans la capitale chinoise a été continue depuis lors. En 1682, Gian Domenico Cassini, directeur de l'Observatoire de Paris, propose que Jean de Fontanet dirige l'expédition jésuite. Ce dernier, grand savant reconnu pour ses travaux en astronomie, reçoit ses instructions du voyage par Colbert, alors secrétaire d'État à la Marine. Les projets de Colbert et l'ambition de Louis XIV sont à l'origine de ce voyage. 4 ans plus tôt, en 1681, une lettre datée du 15 août 1678, donc on voit qu'il a fallu 3 ans pour que la lettre parvienne à la cour du roi, écrite par Ferdinand Verbiste, contient une formule que je vous ai donnée ici, et vous excuserez mon latin, Imo ipsa sacra religio stelliferam, astronomiae, palam passim induta, qui signifie, en français, sous le manteau étoilé de l'astronomie, notre sainte religion s'introduit facilement. Ferdinand Verbiste, donc directeur du bureau impérial d'astronomie de Pékin, donc qui prend la suite de Yang Guangxian dont nous avons parlé tout à l'heure, sollicite auprès de Louis XIV l'envoi de nouvelles recrues pour étoffer les effectifs de savants d'une mission qui commençait alors à se dépeupler. Cette requête, pour des raisons politiques et scientifiques, tente à affirmer la présence française en Chine. L'invitation à venir fouler donc le sol chinois, entrer à la capitale Pékin et assister l'empereur était de ce fait plus qu'évidente. Alors ici, ce sont des portraits. Donc un des portraits de l'empereur Kangxi, je pense, qui est beaucoup plus représenté, diffusé scientifiquement, eh bien c'est le portrait, c'est l'illustration de droite.
l'illustration de gauche, donc de l'empereur Kangxi à l'âge de 41 ans, que l'on voit apparaître dans les nouveaux mémoires sur l'état de la Chine du père Louis Lecomte, dont nous parlerons un peu plus tard. Alors, il n'y a pas de faute ici, mais pourquoi intituler les Notre mathématiciens, puisqu'en fait, Notre mathématicien est le titre et le nom donné aux jésuites qui vont partir en Chine et envoyés par le roi Louis XIV. C'est pour ça qu'on les appelle Notre mathématiciens. Donc, parmi ses confrères, Fontanet choisit Guy Tachard, Joachim de Bouvet, ainsi que Claude Vizedeloup, Louis Lecomte et Jean-François Gerbillon. À le rejoindre. Guy Tachard, membre du groupe au départ de la France, se détachera de ses compagnons à l'escale du Siam pour revenir en Europe. Alors, concrètement, les missionnaires donc, partent de Brest pour rejoindre la Chine en passant par le Siam, avec de temps en temps une escale au cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, et de temps en temps aussi par les îles Bourbon, qui sont maintenant les îles de la Réunion. Et ces trajets, en fait, des missionnaires jésuites, eh bien, correspondent également aux trajets des navires marchands qui ont écumé justement les mers entre l'Asie et l'Europe. Alors, donc Guy Tachard se détache de ses compagnons au moment même où les envoyés du Siam arrivent en France avec le père Philippe Couplet, jésuite missionnaire en Chine, qui revient en Europe sur un vaisseau hollandais. Et tous sont reçus à Versailles le 15 septembre 1684 en compagnie d'un jeune Chinois converti. Le jeune Chinois qui s'appelle Shen Fuzong et qui prend le nom de Michel Sin. Le départ fut donné en 1685 avec pour chacun le titre de Notre mathématicien, donc le nom officiel donné par Louis XIV pour renforcer l'idée que cette mission est purement française et surtout pour se détacher du patronage de la Compagnie de Jésus. Car encore à l'époque, toute mission jésuite en Asie dépend religieusement du roi du Portugal, qui est l'unique patronage des missions en Asie. Cela peut éventuellement s'expliquer à l'époque par le monopole des routes maritimes par le Portugal. En fait, c'est le périple de Vasco de Gama qui ouvre la route maritime des Indes. Les Portugais s'emparent, alors ici je fais un bref rappel historique, les Portugais s'emparent de Malacca en 1509 et sont autorisés à installer un comptoir à Canton en 1514, tandis que les Espagnols s'installent aux Philippines, où affluent, là aussi, les marchandises apportées par les jonques chinoises. Les grandes compagnies commerciales sont fondées en vue d'organiser les échanges avec les Indes et la Chine. La Verenigde Oost-Indische Compagnie, compagnie néerlandaise des Indes orientales, le 20 mars 1602. La compagnie française en 1664, créée par Colbert. Et à ce moment-là, donc, les objets d'art de tout genre, étoffes, porcelaines, meubles laqués, transitent par cargaison entière sur les grandes voies maritimes. Le résultat de cette intense activité commerciale est à l'origine de l'engouement extraordinaire pour la Chine qui a touché toute l'Europe dès le début du XVIIe siècle, en commençant par les cours royales. En France, donc, la mode chinoise commence déjà à se manifester au temps de Mazarin, pendant la jeunesse du roi. On connaît les objets de Chine présents à la cour de Versailles grâce aux inventaires royaux. Alors tous ces jésuites embarquent à bord de l'Oiseau, qui est un navire marchand, donc, tout d'abord en direction du Siam. Il s'agit en fait de montrer au monde que la vulgarisation du savoir scientifique se fera entre deux grandes capitales mondiales, Paris et Pékin. Évitant Macao, ils se rendent au port de Ningpo de la province du Zhejiang en juillet 1687. Alors pourquoi en évitant Macao? Parce que, dit précédemment, que le roi Louis XIV insiste pour que la mission soit essentiellement française, se détacher du patronage du Portugal. Et comme je pense tout le monde
est au courant que Macao, eh bien, c'est une ville portugaise. Et quand vous allez à Macao, encore actuellement, vous avez dans l'architecture des influences portugaises très très évidentes. En arrivant donc au port de Ningpo dans la province du Zhejiang, en juillet 1687, ils se mettent d'accord sur les tâches qui incombent à chacun d'eux une fois en poste à la capitale chinoise. Fontanier se chargerait des observations astronomiques, de l'astronomie et de la géographie chinoise. Bouvet et Gerbillon, tous deux une partie de l'histoire naturelle chinoise, et en plus la médecine pour Bouvet et le gouvernement et les coutumes pour Gerbillon. Enfin, Vice-Deloup s'occuperait à l'histoire et l'écriture chinoise. Louis Lecomte s'occuperait de l'histoire des arts. Tous avaient suivi une formation de chinois classique en France avant leur départ, avec comme support des textes techniques plutôt que de grands classiques de la littérature. Ils ne parlaient toutefois pas un mot de chinois. Ils arrivèrent à Pékin le 7 février 1688, soit 3 ans après leur départ de Brest. Ils occupèrent donc des postes de conseillers auprès de l'empereur Kangxi, et leur devoir envers l'empereur était de poursuivre l'élaboration d'outils astronomiques en vue de rendre l'observatoire de l'empereur aussi important que celui de Paris. En parcourant les rapports, les notes et les lettres écrites par les jésuites, nous avons d'une part l'histoire de Chine racontée par les personnes qui l'ont vécue, les jésuites, et qui donnent au lecteur une connaissance pointue des mœurs, des coutumes, des rites des Chinois. Cela fait partie de l'histoire universelle adressée au public profane. Puis d'autre part, il y a la Chine, expliquée par les jésuites avec une position très religieuse, ce qui est très évident. Un regard de croyant et très souvent un point de vue très critique à l'égard des Chinois, de leurs croyances, de leurs rites, de leur religion. Souvent même, on aperçoit dans les lettres des jésuites des constats alarmants sur les religions de Chine, prévenant que la diffusion et la conversion au christianisme se révèlent plus ardues que prévu. Les premiers écrits qui parviennent en Europe sont ceux de Marco Polo, dans Il Milione, traduit en français par Le Devisement du monde, dans lequel l'interprétation de l'auteur est basée sur des faits historiques qui montrent une Chine gouvernée, non plus par des Han, mais par des Mongols. Donc, Marco Polo entre au service de l'empereur Kubilai Khan, qui plus tard fondera la dynastie des Yuan. C'est l'exotisme pour le lecteur européen qui découvre cette civilisation aux confins du monde. La production des lettres et ouvrages des missionnaires jésuites sur la Chine. Donc le premier en date, les ouvrages qui ont rendu célèbre l'activité des jésuites de la mission française en Chine, est celui publié en 1696 par l'un des membres du groupe, le père Louis Lecomte, intitulé « Nouveau mémoire sur l'état de la Chine », rédigé sous forme de lettres adressées à d'influents protecteurs de la mission. Alors ici, vous avez la première page donc, de cet ouvrage. Et quand on feuillette donc, la table des matières, eh bien, on se rend compte que ce ne sont pas des chapitres sur les différentes thématiques de la Chine, mais des lettres, justement, adressées à ces protecteurs de la mission. Les informations sur la Chine sont publiées dans la célèbre collection « Lettres édifiantes et curieuses », dont le premier recueil date de 1702, et nourriront ensuite, par une certaine proportion entre l'édifiant et le curieux, un intérêt continu pour ce pays. Nombre des récits et observations des mathématiciens du roi seront intégrés dans la compilation du père jésuite du Halde, en 1735, intitulée « Description de l'Empire, de la Chine et de la Tartarie chinoise », publiée vers la moitié donc, du XVIIIe siècle, en 1735. Parmi ces écrits, donc, nous trouvons des exemples qui précèdent le départ des mathématiciens et qui ont certainement nourri l'imaginaire de ces derniers. Parmi les titres donc, qui ont certainement nourri l'imaginaire des jésuites, des mathématiciens du roi, on trouve également donc, l'histoire de la Chine, entreprise par les pères de la Compagnie de Jésus. Donc, ce sont tirés des mémoires du père Matteo Ricci. Mais on trouve également
l'histoire universelle du Grand Royaume de la Chine, composée en italien en 1645 par le père Alvarez Semedo, portugais, de la Compagnie de Jésus, et traduite en français par Louis Coulon, père, avec la préface adressée à Monseigneur l'éminentissime cardinal Mazarin. On trouve également divers voyages et missions du père Alexandre de Rhodes en la Chine et autres royaumes de l'Orient, publiés en 1653. Le voyage de Ricci, donc histoire de l'expédition chrétienne au royaume de la Chine, est conservé actuellement à la Bibliothèque nationale de France, fut traduit par Nicolas Trigault. Nicolas Trigault, né à Douai, dans le nord de la France en 1594, dont le nom chinois est Din Nige, part donc de l'Europe pour se rendre en Asie aux environs de 1610 et arrive à Nankin en 1611. Il fut nommé en 1612 par supérieur de la mission de Chine par le père Niccolo Longobardi. Et Nicolas Trigault est l'un des premiers à avoir proposé un système de romanisation de la transcription phonétique chinoise. Et donc ce voyage de Ricci inaugure toute une série de publications à vocation encyclopédique dans lesquelles l'Occident va puiser une masse d'informations, comme ce fut le cas de la China Illustrata du jésuite Athanas Kircher et des nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine, conservés également à la BNF, du père Louis Lecomte. Il existe aussi des premières grammaires chinoises en latin, entièrement en latin, Elementa Linguae Tartaricae de Jean-François Gerbillon et Philippe Couplet, datant de 1682. Et puis, parmi ces lettres, parmi ces traités, ces écrits, donc les exemples qui vous sont donnés ici proviennent du fonds patrimonial du Centre culturel irlandais de Paris, dans le 5e arrondissement de Paris. Soit dit en passant, qui est un fonds qui est très peu connu et qui mérite vraiment une attention toute particulière. Parmi donc ces traités, ces réflexions sur les affaires présentes de la Chine, on note par exemple, je cite, réflexion numéro 1, lorsque l'on considère l'état présent des affaires de la Chine, le premier mouvement qui naît dans le cœur de tout bon catholique, c'est de désirer que l'esprit dans lequel les Chinois pratiquent leurs cérémonies n'ait rien de mauvais, et qu'elle puisse ainsi s'accorder avec la profession de la foi. Un peu plus loin, dans la réflexion numéro 4, d'un côté, on nous représente que les cérémonies chinoises sont idolâtres. Je tremble et je frémis quand je pense que je serai peut-être obligé de les condamner. De l'autre côté, l'empereur même et la plus grande partie des missionnaires m'assurent que ce sont des cérémonies purement civiles et innocentes. Fermez les guillemets. Mais l'auteur reconnaît tout de même plus loin dans le texte, le langage de la Chine nous est tout à fait inconnu. Aussi, ne pouvons-nous pas savoir le sens précis des livres chinois. Alors, il faut voir ces réflexions non pas comme des critiques, mais plutôt comme une prise de conscience de l'ignorance, simplement, du non chinois. Parmi ces écrits, on trouve également le traité sur quelques points importants de la mission de la Chine, donc par le révérend père Antoine de Sainte-Marie, adressé au révérend père Louis de Gama, jésuite, visiteur des provinces de la Chine et du Japon, traduit de l'espagnol et publié à Paris en 1701. Dans ce texte, le lecteur français découvre toute la richesse du corpus littéraire et historique chinois. Par exemple, à la page 3, l'auteur écrit « Il y a 4 tomes qu'ils appellent... » Alors, la transcription phonétique a beaucoup changé. Ici, je vous ai donné donc un exemple. Le premier terme qui vous est donné, qui correspond en fait au deuxième, sekou. Donc la transcription phonétique a beaucoup évolué, fort heureusement, depuis cette période. Donc le sekou, c'est-à-dire les 4 livres par excellence, pour lesquels les Chinois ont autant de respect et de vénération que les chrétiens pour les 4 évangiles.
Ici, l'auteur fait certainement référence donc au Sekrou, qui vient de Sekrou Chuanshu, qui est en fait une encyclopédie. Littéralement, signifie le livre complet des 4 magasins. Donc, encyclopédie, à l'origine lancée par l'empereur Yongle de la dynastie des Ming. Les 4 livres sont, premièrement, religion et spiritualité, les textes canoniques, qu'on dit en chinois Jing, l'histoire, Shi, la philosophie, classifiée par Zi, et enfin la littérature, par le caractère Ji. Plus loin, l'auteur ajoute « Il y a encore une grande chronologie royale de tous les événements mémorables du royaume depuis la fondation jusqu'à présent. Elle est intitulée Trongjian, c'est-à-dire Histoire universelle. Ces livres, avec leurs commentaires autorisés par l'empereur, sont les plus familiers aux Chinois et les plus authentiques. » Alors le Trongjian, ici, en réalité, il s'agit du Zizhi Trongjian, recueil historique de Sima Guang. Sima Guang, c'est l'époque des Song du Nord, donc l'époque des Song du Nord entre début XIe siècle, fin XIe siècle. Donc Sima Guang a vécu entre 1019 et 1086. Et donc le Zizhi Trongjian, qui est l'histoire universelle, qui est une des principales histoires et encore utilisée de nos jours par les sinologues, comprend 294 volumes. Plus loin, l'auteur écrit encore « Mais il donne le titre de plus excellent maître des siècles passés et à venir au seul Confucius, qui fleurissait 566 ans avant la venue de Jésus-Christ. On appelle la secte Kiao, donc ici qui est écrite en transcription classique, qui correspond en fait au Zhujia, qui signifie le confucianisme en chinois. Donc le Ju Kiao, c'est-à-dire la secte et loi des lettres. Donc le confucianisme s'appelle en chinois école des lettrés, Zhudia, fondée sur les rapports entre les règles de la nature et les interdits moraux. La ritualisation autour des 2 cultes, que sont les ancêtres et Confucius, assure l'efficacité. Voici maintenant que l'auteur entre dans la description des sectes qui sont les religions de la Chine. Les 2 autres sectes, dit-il, sont distinguées l'une par le nom de Foué, F-O-E, Kiao, c'est-à-dire secte de Foué, avec un accent. Et il écrit à la suite « Homme rustique, noir et féroce, à longues oreilles », tel qu'on le voit dans les portraits qu'on a depuis peu apportés des Indes. Cette secte s'établit en Chine peu de temps après l'ascension de Jésus-Christ. Alors sur ce point, l'auteur est très bien au courant de l'histoire du bouddhisme. Donc le bouddhisme en chinois, c'est Fōdia, car en effet, le bouddhisme apparaît en Chine vers le 1er siècle après notre ère. La connaissance des portraits de Bouddha vient indubitablement des retours fructueux d'Inde grâce à la Compagnie maritime française. Il ajoute à cela, l'autre secte s'appelle Tao Kiao ou Laoxi Kiao. On dit de celui-ci qu'il sortit vieux et tout blanc du sein de la mer, âgé d'environ 70 ans. Donc c'est lui qui est âgé d'environ 70 ans. Ces sectes prises toutes ensemble se nomment Du Que Kiao et comprennent celles de Confucius, de Fōé et du vieillard, comme il l'appelle. Le vieillard, en fait, c'est Lao Tzu. Donc Lao Tzu, en chinois, transcription qui signifie littéralement le vieux maître. Donc Lao Tzu qui révèle un aspect ou une distance vis-à-vis de celui qui est supérieur, auquel on ajoute un sentiment affectif. On ne sait pas avec certitude si ce personnage a existé, mais je pense que vous le connaissez toutes et tous, car c'était un sage taoïste de l'Antiquité, auteur présumé du livre de la voie et de la vertu, le Tao Te Ching, ou dans l'ancienne transcription phonétique EFEO, École française d'Extrême-Orient, le Tao Te Ching. La première donc, biographie fut écrite par Sima Qian dans les mémoires historiques. Il serait originaire, donc, Sima Qian, du pays de Chu et ferait partie donc Lao Tzu serait originaire du pays de Chu, excusez-moi, et ferait partie donc des 12 royaumes combattants au sud. Voici donc un aperçu du contenu de ce fameux corpus de lettres édifiantes et curieuses.
Et parmi ces quelques points importants, nous trouvons également des titres de chapitres intitulés « Du culte que l'on rend à Confucius dans ses temples »,« De la première institution des temples, des sacrifices et du culte à l'honneur des ancêtres chinois », ce que c'est que l'esprit du ciel, qu'ils appellent Shangti, c'est-à-dire roi du ciel, qu'ils adorent et auquel ils sacrifient. Donc pour clarifier un peu ces propos, je vous propose en quelques termes, en quelques mots, d'expliquer donc ce terme religion, qui est le dernier terme qui apparaît sur la diapositive. Donc vous avez deux caractères, Tsung, Tsungdia. Donc Tsung se compose de la clé du toit et du rite, autrement dit le temple des ancêtres. Jiao signifie éduquer. Tsungdia donc signifie religion. Il signifie également éducation concernant le temple des ancêtres. Donc les rites, le culte des ancêtres occupe dès la haute antiquité chinoise une place très importante dans la société. Le culte commence par celui des ancêtres royaux, dans une cité fondée sur des hiérarchies, des cultes familiaux, sur le maintien des privilèges ancestraux. Puis, il concerne l'ensemble des hommes. En 1701, est publié, toujours dans cette collection, traité sur quelques points de la religion des Chinois, donc par le père Longobardi, dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'ancien supérieur des missions de la Compagnie de Jésus en Chine. On trouve également lettre d'un docteur de l'ordre de Saint-Dominique sur les cérémonies de la Chine, adressée donc au père Lecomte de la Compagnie de Jésus, ou encore lettre au pape sur les idolâtries et superstitions chinoises. Alors toutes ces références vous sont données, qui vous sont données donc, proviennent à la fois de la bibliothèque, donc du fonds patrimonial du Centre culturel irlandais, mais également donc, de la Bibliothèque nationale de France. Alors, justement, pour expliquer un peu cette origine du fonds chinois de l'ancienne Bibliothèque royale, désormais Bibliothèque nationale de France, eh bien, en fait, ce fonds chinois, avec plus de 150 000 fascicules et volumes imprimés en xylographie, lithographie ou même caractères mobiles d'imprimerie, avec aussi plusieurs centaines de manuscrits, donc, concerne ce fonds, le plus important de la division. Donc si l'on peut faire remonter son origine à 1668, date du dépôt au cabinet des manuscrits de 16 fascicules des collections de Mazarin, il faut attendre 1697 pour parler véritablement d'une collection de livres chinois à la bibliothèque du roi. Tout au long du XVIIIe siècle, cette collection est augmentée régulièrement par des acquisitions importantes, effectuées en Chine par la mission française de Chine, et tout particulièrement par les pères Joseph de Prémar et Joseph-Marie Amiot. La collection est de nature encyclopédique. Tous les domaines de la connaissance y sont représentés, y compris la médecine, la pharmacopée, l'agriculture, les mathématiques. Elle est en outre riche d'éditions sino-européennes des XVIIe et XVIIIe siècles. Plus tard, en 1713, l'abbé Bignon profite de la venue à Paris d'un jeune Chinois converti, Arcadio Huang, pour commencer à développer le travail sur les collections chinoises dont le contenu était presque totalement ignoré. Depuis longtemps, donc, Bignon songeait à organiser les curiosités chinoises et à les faire connaître à un public plus large. Il vit alors en Arcade Huang l'occasion de faire avancer les recherches dans ce domaine. Donc il chargea Huang et Étienne Fourmont de mettre au point un catalogue des fonds royaux et surtout faire paraître la première grammaire de chinois en langue occidentale. Alors en conclusion, quant à la vaste compilation publiée sous le titre « Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise », il y a une faute, voilà, Tartane, du père de Jean-Baptiste du Halde, qui date, elle, de 1735, eh bien, fut établie à partir de cet abondant courrier envoyé de Chine en Europe par les missionnaires, qu'on a vu sous le nom de lettres édifiantes et curieuses. Du Halde fait appel à Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, géographe du roi depuis 1717, de publier ces cartes.
en 1734, paraît à Paris une carte générale de la Tartarie chinoise, qu'on voit ici sur cet écran. L'éducation de l'empereur, Huangshi, comme sa lecture des textes fondateurs de la civilisation chinoise, devait servir de modèle pour celle de tous ses sujets. Les jésuites travaillaient avec l'empereur de la même manière. Ils rédigeaient des notes de cours qu'ils préparaient à l'avance et présentaient, expliquaient, revues, corrigeaient. Les leçons de mathématiques données de cette manière dans les années 1690 fournissent donc la plupart des matériaux pour un ouvrage publié en 1723 intitulé « Principes essentiels de mathématiques de composition impériale ». Présenté comme une synthèse de tous les savoirs mathématiques, chinois et occidentaux, diffusé dans tout l'Empire à l'usage notamment des fonctionnaires, celui-ci servit donc à l'étude des mathématiques dans les institutions impériales. La mission de la Chine fut interrompue après la dissolution de la Compagnie de Jésus en 1770, puis les missionnaires jésuites reviendront en Chine vers la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, où là encore il y aura de formidables retombées scientifiques, notamment donc pour les Chinois et les Européens, notamment avec les pères Pierre Teilhard de Chardin et Émile Lissan. Donc, et Pierre Teilhard de Chardin qui se rend dans la province, donc pas dans la province, dans la région du Ningxia, dans le district de Lingwu, qui se situe un peu au sud de la capitale, Yinchuan. Et donc il rejoint le père Émile Lissan, qui est déjà en Chine depuis plusieurs années. Et donc c'est à Pierre Teilhard de Chardin qu'on doit non pas seulement la messe sur le monde, mais également la découverte du synanthrope, qui est en fait l'homme chinois qui remonte à plusieurs milliers d'années. Je vous remercie.